Bonsoir à tous et bienvenue dans Popcorn et Mauvaise Foi, une confrontation d'opinions dans la bonne humeur. Au sommaire de ce nouveau numéro, l'historien Philippe Perfettini est mon invité, intarissable sur les Bonapartes et notamment sur Napoléon Ier. Rencontre. Livre de Sense of Style de Steven Pinker, c'est Inès Moratti qui nous en parlera. Marie-Ange Philippe, il revient sur les faux pas de Napoléon, une chronique à manquer sous aucun prétexte. Didier de Giordano évoquera Napoléon est revenu, une fiction autour de l'empereur, signé Éric Tessier. Et enfin, dans le cerveau de Marie-Ange Philippe, il y a de la mauvaise foi, mais pas que. Ce sera le délicieux moment décalé à retrouver en fin d'émission. À mes côtés ce soir, les chroniqueurs Inès Moratti, Didier de Giordano et Marie-Ange Philippe. Et bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue, même si vous avez un petit peu l'habitude. Avant de retrouver dans un instant nos brillants esprits critiques, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Perfettini, historien, mais pas que. Bonsoir. Bonsoir Philippe, et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Ma première question, Philippe Perfettini, est-ce qu'il peut vous arriver parfois d'être de mauvaise foi ? Jamais. Jamais. On sent la bonne foi. On sent vraiment la bonne foi. Alors, vous avez un intérêt forcément pour Napoléon. Dans votre job d'historien. Alors vous bossez au Palais Fêche, au patrimoine notamment. D'où vient cet intérêt pour l'empereur ? C'est long. D'abord, je suis un enfant d'Ajaccio. Pas tous les Ajacciens ne sont passionnés et férus de Napoléon. J'ai grandi dans la vieille ville et puis c'est en partant sur le continent pour faire mes études à Aix-en-Provence. Un de mes profs était passionné de Napoléon. Il me posait des questions devant tout le monde auxquelles je ne savais pas répondre. Et bon, donc ça vient d'une humiliation en fait. C'est exactement ça. De pouvoir surmonter l'échec. Donc, j'ai acheté des livres sur Napoléon et voilà. Ça m'a fait quitter. On va essayer un petit peu de comprendre, voilà, bien qu'il y ait cette petite histoire d'humiliation, je suis sûre qu'il n'y a pas que ça, d'où vient cet intérêt, et plus qu'un intérêt, cette grande passion autour de Napoléon Ier, de l'empereur. Je sais que vous admirez la pensée, notamment de Sartre et de Nietzsche, deux existentialistes. Est-ce que finalement, ce destin de Napoléon, c'est pas ça qui vous séduit ? Le fait qu'il soit parti de rien, entre guillemets, et qu'il ait gravi tous les échelons, finalement. Mais je dirais que ça n'est presque que ça, cette trajectoire qui, pour l'époque, est hors norme. Aujourd'hui, c'est un peu rentré dans les mœurs, de partir de zéro et d'arriver à faire quelque chose. Mais à l'époque, c'est assez original. Et puis bon, quelle trajectoire. Et puis aussi, ce qui me fascine, c'est la faculté à prendre des coups, à tomber, à encaisser et à se relever à chaque fois et chaque fois repartir encore plus haut jusqu'à être plus grand que sa mort, puisqu'on en parle encore aujourd'hui et que c'est le bonhomme dont on parle le plus. Finalement, la résilience, c'est peut-être pas Boris Cyrulnik, c'est peut-être Napoléon. C'est lui qui l'a inventé, ouais. Parmi ces citations de Sartre, Philippe Perfettini, laquelle choisissez-vous ? Chaque homme doit inventer son chemin. Le jardinier peut décider de ce qui convient aux carottes, mais nul ne peut choisir le bien des autres à leur place. Ou bien, le faire est révélateur de l'être. Les carottes. Sans hésitation, les carottes. Et une citation extraite du Diable. Et le bon Dieu. Merci Philippe Perfettini. Nous en savons davantage sur votre passion autour de Napoléon et sur votre mauvaise foi, bien entendu. Je vous propose tout de suite de retrouver Inès Moratti, qui a choisi d'évoquer un ouvrage de Sense of Style de Steven Pinker. L'occasion pour vous d'évoquer brièvement Schopenhauer. Ouais, je le place à chaque fois, c'est mon truc. Philippe, bonsoir. Philosophe du désespoir. Ouais, forcément. Bonsoir. Écoutez, ce que je vous propose ce soir, c'est qu'on ne demande pas aux téléspectateurs. C'est vrai, dans la vie, on se connaît. Oui. D'ailleurs, la première fois que nous nous étions rencontrés, vous m'avez emmené visiter un cimetière. Voilà, celle-là, elle est pour vous, je vous la donne. Et puis, nous avons fait des articles ensemble. C'est vrai, on avait parlé de Napoléon, d'amour, de guerre. Je vous avais posé des questions idiotes, forcément. Le genre de questions qu'on ne peut poser qu'aux gens très intelligents, d'ailleurs. Du coup, pour l'émission, je me suis dit, Phil, c'est bon, je le connais. J'ai pas besoin de faire mes recherches, mais bon... Par conscience professionnelle, vous notez. J'ai quand même creusé le sujet. En gros, je suis allée faire un tour sur votre Facebook, ne notez pas. Et là, c'est le drame, Philippe. Je découvre un autre Philippe. Où sont donc passés les cordialement et autres bien à vous qu'on s'échangeait par mail ? Je ne vous reconnais plus. À la régie, Paul, d'ailleurs, si tu peux dénoncer.
Là, on va voir. Donc du coup, je vous cite directement, Philippe, morceau choisi, instant poésie. Tu veux devenir beau et fort comme Conan alors que tu es taillé comme un poisson pané? Tu en as marre de te faire bouger dans la queue au cinéma alors que tu voudrais mettre tout le monde à l'heure avec un enchaînement fulgurant, spinning wheel kick, anaconda choke. Est-ce que je le dis bien? Très bien. D'accord. Alors première question, Philippe, est-ce que Chuck Norris touche des droits d'auteur sur vos textes? Pas du tout. D'accord. Ensuite, j'ai pu relever que vous aviez une façon toute particulière de faire la com pour le musée des Beaux-Arts. Je cite toujours. Allez mon coco, demain soir, tu mets tes jolis souliers et tu viens pas les fèches. La nuit du roi, ça. Oui. Alors, sachez qu'à chaque fois que vous postez un statut de ce genre, une attachée de presse a quelque part en France un frisson dans le dos et elle sait pas d'où ça vient. Alors, par contre, le truc c'est qu'on rigole. Mais le style est quand même dingue. Moi, je trouve honnêtement que ça claque réellement. Du coup, je me suis posé la question, ça tient à quoi en fait le style littéraire? Alors par exemple Schopenhauer, vous l'attendiez, Schopenhauer nous dit le style c'est la physionomie de l'esprit, celle-ci est plus infaillible que celle du corps. Bon là on est d'accord, il fait référence au corps de poisson pané d'autres statues, mais on n'est pas plus avancé. Finalement la réponse je l'ai trouvée dans The Sense of Style de Steven Pinker. Alors déjà le livre est très bien écrit, sinon ça aurait été très gênant. Si vous voulez, c'est une version moderne de The Elements of Style, paru en 1918, une méthode anglaise. Alors là, c'était un petit peu la Bible. Pour tout vous dire, il était temps que Steven réactualise un peu tout ça parce que avant, les autres tentatives de modernisation, ça donnait du rap réalisé par des étudiants de Columbia. Et alors, comme j'aime l'art, je vous laisse en regarder 20 secondes. On y va. My name is Strong, and they call me White. Here to teach you how to put the pen down right. I see that your writing is a little bit wild. These are the elements of style. Split infinitive, never definitive. Sounds unintelligent, dumb and inelegant. Just say it like you meant, always write with intent. Each word precious like Benjamins that you spent. Do not join independent clauses with the comp. But I love it, it's cool. I don't care if you wanna. Journalism, baby. Je fais la suite. Donc du coup, Steven Pinker nous dit, on y revient, s'il vous plaît, recentrez-vous, merci. Alors, Steven Pinker, quand même, je ne l'ai pas dit, mais il est écrivain, psycholinguiste, prof à Harvard, tout ça quand même. En d'autres termes, Philippe, qu'est-ce qu'on peut dire? Le type, c'est un fou, c'est Thanos de la grammaire. Je traduis en Facebook pour Philippe, on en y fait. C'est ça. Alors, le problème, c'est que sa formule... Non. Sa formule, pour bien écrire, elle est plutôt basique. Ce qu'il nous dit dans le livre, c'est qu'il faut écrire clairement, essayer de suivre les règles, mais seulement quand elles font sens. Bah écoute, c'est génial, Steven, tout ça, dis-moi. Steven, du coup, c'est un peu le genre qui vous dit, pour perdre du poids, il faut manger sain et faire du sport. Des évidences. On n'a pas envie d'entendre ça, on va entendre parler de rituels vaudous, voilà, faut nous faire rêver. Alors, heureusement, ensuite, il développe. Alors, contrairement à Oscar Wilde, lui aussi, je le place, qui nous dit que rien de ce qui mérite d'être su ne peut s'enseigner, Steven nous dit que oui, on peut apprendre à bien écrire. Là, il a toute notre attention, Stevie. Donc, selon lui, on peut apprendre à bien écrire en lisant. Philippe, traduction? Oui, on peut. Il faut absorber de l'auteur mort, il faut casser la bibliothèque en deux. Mais ça me fait penser, que dirait Pinker de votre sens du style, Philippe? Parce qu'il y a un chapitre qui vous est consacré. Oui, David, il parle de l'évolution du langage en général, mais bon. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit sur vous? Mais sur moi Facebook ou non, moi normal? Facebook. Ah, parce qu'il y a... Mais c'est un peu comme dans Split, justement, voilà. Vous êtes Patricia. Il y en a plusieurs. Non, ce que nous dit Pinker, c'est que vous êtes l'avenir. Parce que le langage n'est pas un protocole régi par une autorité. Le langage est wikinomique. Chaque jour, nous l'utilisons, nous l'adaptons sans cesse à nos besoins et nous allons inexorablement vieillir, puis mourir, info, et nous serons remplacés par nos enfants qui, à leur tour, s'approprieront la langue. En gros, Philippe, nous, on est en 2018, vous êtes en 2044. Par contre, c'est bien beau tout ça, mais je souhaite soulever un point polémique ce soir. Niveau emoji, il se passe quoi par contre? Là, je peux pas justifier. J'ai cherché dans des bouquins, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Est-ce que vous essayez de nous dire un truc? C'est l'art du langage, là aussi. Je m'adapte à l'époque et j'anticipe un petit peu. Il y a un peu abus. Je propose une intervention. Non, parce que pourquoi abus? avec Marie-Ange, au début, on avait dit malaisant de façon ironique et maintenant, on l'utilise vraiment. Est-ce que c'est ce qui vous est arrivé? Vous avez commencé avec les emojis, maintenant c'est... 3 mots, 8 emojis. On est sur un ratio. Oui, c'est un peu comme des fables de La Fontaine, avec beaucoup d'images, beaucoup d'imagination, de toute façon. Bon, très bien. Voilà. Bon, après, libre à chacun de les interpréter. C'est tout pour moi. Vous avez terminé? Oui, investigation, j'ai une réponse. C'était la chute. Bravo. La chute. Super. Merci Inès. Est-ce qu'on va parler de com et de Napoléon? Est-ce qu'il avait le sens de la com, Napoléon? Il l'a inventé. Mais il a inventé un fonds d'information décliné sous plusieurs formes pour plusieurs publics. C'est ce dont on parle en fait. Quelques-uns de ces coups?
Le plus beau coup, c'est la manière qu'il a eu de se mettre en scène comme homme providentiel à la première campagne d'Italie. C'est pour ça que j'aime plus Bonaparte que Napoléon. Parce que il comprend que c'est le chef de l'armée française qui redonne à la France le goût de la victoire. Il faut le faire savoir absolument, parce que il est dans la suite d'un pays de losers depuis des années. Il regoute à la victoire et il faut le faire savoir. Donc il essaye de trouver l'algorithme pour se définir comme l'homme providentiel et que tout le monde comprenne que c'est ça. Et donc c'est des journaux de propagande envoyés à grand tirage à Paris. Bonaparte a gagné, Bonaparte est rentré comme un roi dans Milan, etc., etc., etc. Et ça marche. Alors, on retrouve tout de suite Marie-Ange Philippe pour évoquer les pas et les faux pas de Napoléon Bonaparte. On verra avec vous, Philippe Perfettine, et juste après, si vous êtes d'accord ou pas avec vous, Marie-Ange. Oui, je vais évoquer le livre de l'invité, qui est un parallèle de l'exposition du musée Fesch en 2017, intitulée « Napoléon, ce héros ». Exposition un peu symptomatique de notre époque, qui cherche des héros partout et qui se délecte dans une espèce de catharsis de super-héros en permanence. Et d'ailleurs, le communiqué de presse commence comme une BA de Marvel, une bande-annonce, un trailer, Inès. Merci. Il commence comme ça, le monde bouge, le monde change, et en ces temps sombres, le monde cherche des héros. Figure totémique de la civilisation moderne, Napoléon est l'incarnation de la réussite, de l'ascension de l'homme à un niveau inégalé. Tout est possible, il l'a prouvé, parti de rien, il obtiendra tout, même l'immortalité. Le vrai héros, c'est lui, il est né à Ajaccio. Donc voilà, cadre posé, maintenant on attend qu'il sauve des jeunes filles sans défense, sauf que non, plot twist, Napoléon s'en va en guerre et est à l'origine de milliers de morts. Du coup, je me suis dit, est-ce que Napoléon ce héros, c'est pas un peu un titre oxymorique? Est-ce que on sent bien qu'en fait sauver des vies, c'est pas dans sa to-do list? Est-ce qu'on n'a pas un peu exagéré en faisant de lui un héros? Qu'est-ce qu'un héros du coup? On n'a pas forcé le trait. Voilà. Un héros, c'est quelqu'un qui se différencie du commun des mortels, soit par une origine divine, soit par ses vertus, son dévouement, soit par les exploits qu'il accomplit. Alors Napoléon était certes un génie de guerre, mais un personnage assez grossier et maladroit, tout le monde le sait. Du coup, peut-elle être défini en héros? Pour répondre à cette question, je vais faire appel à deux scénaristes que vous aimez bien, Hegel et Nietzsche, qui vont tenter de répondre aux contradictions à parole de cette figure emblématique dont le spectateur ne sait pas s'il doit l'aimer, le détester ou aimer le détester. En fait, pour Hegel, le héros, il incarne l'esprit de son temps, ce qu'il faut faire pour aller dans le sens de l'histoire, et c'est tout simplement le personnage d'une œuvre et d'une histoire. Napoléon s'est auto-sacré, donc là, on est en plein dedans, il s'auto-proclame personnage de l'histoire. Jusque-là, tout va bien. Pour Nietzsche, lui, le héros s'incarne dans les valeurs guerrières, il dépasse la morale bien pensante des faibles, des nihilistes, la morale chrétienne, il dépasse les limites de l'humanité pour tendre vers la surhumanité. En fait, il incarne une espèce d'audace intellectuelle tout en allant dans le sens de l'histoire. Du coup, on peut citer évidemment Napoléon comme héros, mais aussi Simone de Beauvoir ou même Borgia, ce que fait Nietzsche d'ailleurs. Moi, je trouve qu'on reconnaît bien dans la définition de Nietzsche. C'est vrai? Ah ouais. Bon. Avec beaucoup d'humilité, j'ai dit. Bien sûr, toujours. Mais ça pose du coup une autre question. Est-ce que le héros peut-il être universel? Après tout, Hitler aussi, point de Godunata, a été le héros d'un certain peuple. Est-ce que du coup, et je vous pose la question, oui, oui, mais bien sûr. Bien sûr. Du coup, je me dis, est-ce que l'héroïsme tient moins dans la qualité intrinsèque du personnage que dans l'œil du spectateur? En fait, le héros représente ce que l'on veut bien voir, ce que l'on veut bien se représenter, et du coup, c'est même pas lui le personnage. C'est notre petite marionnette qu'on met au service de notre récit. Et en fait, les héros ne sont que des modèles que nous avons fabriqués nous-mêmes. Alors, des fantasmes. Il faudrait juste un peu retitrer le titre de l'exposition, et au lieu de Napoléon ce héros, il faudrait mettre Napoléon son héros. J'ai eu peur, je voulais dire Napoléon ce loser. Non, avec un pas osé quand même. Ça serait drôle, par contre. Ça serait été drôle, Napoléon ce loser. Napoléon, votre héros finalement? Oui, un peu, quand même. Hein. Mais allongez-vous et parlez. Mais finalement, vous n'êtes pas aveugle sur les mauvais côtés de Napoléon. Non, c'est bien pour ça que je préfère Bonaparte à Napoléon. La phase ascendante, la phase conquête du pouvoir, la phase où tout est bon pour avancer dans la vie. Et puis au moment où le pouvoir est pris, là on se heurte à d'autres réalités. Mais pour revenir à ce que disait Marie-Ange sur Hegel a connu Napoléon. Il l'a vu, il l'a dit le soir où il l'a vu. Il vient de finir la phénoménologie de l'esprit, donc il est
bien dans sa tête, et il dit j'ai vu passer l'âme du monde sur un cheval. Et il y a beaucoup de contemporains de Napoléon comme ça qui sont sidérés par le personnage. Après, c'est pas une vue de l'esprit 200 ans plus tard d'en faire un héros. Apparemment, il y avait bien un charisme hors du commun qui a fait de cet homme petit et chétif, tu as toutes tes chances, quelque chose de surhumain. Elle a tous ses chances, donc ça relativise pas mal l'histoire. Voilà. Mais il était looké, Napoléon, non? Par rapport à Didier, quand même, non? Il y avait un truc, non? Effectivement, il avait choisi son propre dress code pour se démarquer de ses hommes les plus proches, puisqu'il était entouré de soldats, la garde impériale, les maréchaux, qui étaient passablement plus grands et plus épais que lui, et avec des uniformes bien voyants. Et lui, il a choisi complètement l'opposé, la sobriété, la redingote grise et le bicorne dans l'autre sens. Puis au bout du compte, on ne voit que lui. Maintenant qu'il fait ça, ça s'appelle la tendance norme-corps. Maintenant, c'est super. La tendance Norme-corps. Norme-corps. Ouais, oui. Non, mais du coup, ça, on retrouve ça chez Steve Jobs, ouais. Zuckerberg. Maintenant, c'est ça, c'est t-shirt, jean, norme-corps. Super, merci. Écoutez, moi, on me dit intervenez, qu'il y ait du rythme, l'émission d'ambiance. Vous avez bien fait d'intervenir. Comme le regret. Merci Inès. Ce que vous aimez, notamment, vous le disiez, hein, c'est Bonaparte plutôt que Napoléon. Napoléon, il a eu quand même pas mal de coups de mou. Hein. On le voit, on l'imagine un peu vaillant, héros. Il a fait quand même, alors excusez-moi de plomber l'ambiance, hein, mais il a fait plusieurs tentatives de suicide. Oui, parce que ça reste un grand dépressif, de toute façon. Et ça, on ne le sait pas, et du coup, c'est ça qui le rend touchant. Non, mais il faut... Alors, on n'est pas là pour réhabiliter Napoléon, hein, mais voilà, ce côté... Ça le rend humain, ouais, tout à fait. d'avoir des phases descendantes, et puis on descend vraiment très très bas. Hein. Il y a un livre merveilleux qui a été publié par Jean-Marie Roire il y a quelques années, qui s'appelle Napoléon, la destinée, qui explique très bien tout ça. Les moments de blues de Napoléon, les moments de mélancolie intense. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas y arriver? Je vais me jeter sous un carrosse, je vais me suicider. Je cherche la mort sur le champ de bataille. Il y en a plein des moments comme ça. Ouais, il a tenté de s'empoisonner, non? Oui. Alors, lorsqu'il va abdiquer. Et puis après, il dompte ses angoisses de la mort en allant à Sainte-Hélène et en disant, encore une fois, là c'est des punchlines, comme on n'en fait plus, hein. Les Anglais, j'ai porté la couronne d'empereur, la couronne de roi d'Italie. Les Anglais m'en offrent une encore plus grande, la couronne d'épines, celle du sauveur. Allez, l'affaire est pliée. Il sait qu'il va mourir à Sainte-Hélène, mais il va y construire son immortalité. Et là, il dompte cette peur panique de la disparition et du retour à l'anonymat, même si les Anglais l'ont enterré sous une pierre tombale anonyme. On a vu ce que ça a donné maintenant, où il est enterré, que tout le monde va le voir. Non, il a gagné, quoi. Voilà, donc ne baissez pas les bras, Didier. Voilà. Merci Philippe. On vous retrouve, Didier de Jordan. Vous nous présentez, vous nous parlez d'un ouvrage, Napoléon est revenu. C'est une fiction signée Éric Tessier. Tout à fait. Alors Philippe, tout le monde vous connaît en tant que le deuxième Philippe le plus connu de Corse. Bien évidemment, après, notre boss Philippe Martinette. Hashtag sur un malentendu, je l'ai flatté, ça peut marcher. Mais on vous connaît surtout comme l'expert de Napoléon, de la culture. Vous êtes notre héros à nous, j'ai envie de dire, comme on peut le voir à l'image très facilement, comme vont le voir les spectateurs. J'ai envie de vous poser une question, dans un premier temps. Connaissez-vous l'historien Adrien Bossier? Non. Si vous avez dit oui, ça m'aurait quand même pas mal emmerdé. Donc Adrien, en fait, c'est celui qui va réaliser votre rêve. Il va accueillir un beau matin de 2015 Napoléon chez lui. Bonjour, qui c'est? Facteur? Non, j'en veux pas. Non, c'est Napoléon. Ah, comment? Donc voilà, c'est l'histoire de ce bouquin. Je vous laisse faire la présentation. Tellement bien. Donc dans ce livre, donc, il débarque en 2015 du néant, un peu façon Terminator, que vous appréciez énormément. Ah oui. Donc il est là, il est habillé tel un empereur, et là, à partir de là, arrivent des moments très cocasses, hashtag vieux mot de votre époque sûrement. Oui. Donc il va bien falloir qu'Adrien remettre au bout du jour et se disent, mais est-ce que c'est vraiment Napoléon? Est-ce que c'est pas un imposteur? Hashtag moi. Vu que j'ai son physique apparemment. Évidemment, il va essayer de se réhabiliter à la société de maintenant. Donc vous imaginez, il est complètement largué, il y a 200 ans depuis sa mort jusqu'à ce qu'il arrive. Donc Adrien va l'aider dans sa quête du savoir, donc très tranquillement, il va l'emmener sur Internet. Ça, c'est incroyable. Et au fur et à mesure, on va voir que il va lui parler il y a des faits historiques qui sont
absolument incroyables, des vrais, hein, rien n'est inventé. On va parler de ses ennemis, on va parler de ses alliés, on va parler de Joséphine, on va parler un peu de tout le monde. On va lui créer une page Facebook. Napoléon est revenu avec des photos magiques incroyables. Et grâce à ça, en fait, des personnes de son époque, pareil, alliés, ennemis et tout ça, vont revenir à la vie, vont le retrouver. Et alors là, ça part dans un roman historique totalement incroyable. C'est le Sympa vos lectures, Didier. Ah, écoutez, c'est Napoléon, hein, j'essaie de mettre au goût du jour. Donc ça devient absolument n'importe quoi. Bref, pour moi, Adrien, c'est forcément Philippe. Donc j'imagine bien que si Napoléon frappe à la porte de Philippe, ils seront sur leur canapé avec une petite bouteille de pastis, histoire de faire le verre de l'amitié. À consommer, bien entendu, avec modération. Ou avec Napoléon. En train de regarder un bon Rocky ou un bon Conan, en train de refaire le monde. Ou alors Philippe l'accompagnera dans sa guerre, en train de distribuer des patates de forain, tel Bud Spencer, comme il a su le faire quelquefois. Donc je vous le dis, alors ce livre est juste incroyable pour les amateurs d'histoire, pour ceux, pas les amateurs, ceux qui sont complètement nuls comme moi, parce qu'on apprend beaucoup de choses, et malgré l'épaisseur, franchement, ça se lit vite, très rapidement. Maintenant, vous n'aimez pas Napoléon, vous n'aimez pas Philippe Perfettine, ne lisez pas. On peut caler une porte. Merci Didier de Jordan pour cette intervention, donc à la présentation de ce bouquin. Napoléon est revenu rapidement avant de retrouver Marie-Ange, Philippe. On va parler de cette culture populaire que vous appréciez. Alors même si vous êtes exigeant et assez élitiste dans certains domaines, notamment la philosophie, comme nous l'avons évoqué assez brièvement. Voilà, vous c'est Nietzsche, Sartre, peut-être Hegel aussi. Vous privilégiez cette culture assez populaire, Rambo, Rocky. Oui, parce que là on n'a pas le recul de l'histoire encore. Mais c'est comme pour Napoléon. Dans 2000 ans, on en parlera comme on parle aujourd'hui d'Achille, de Jules César, d'Alexandre le Grand. Cléopâtre. Voilà. Et pareil pour Stallone et Schwarzenegger. Je mets un ticket sur la philosophie de Stallone dans 200, 300 ans. Ça marche. De la manière dont on va en parler. On retrouve Marie-Ange Philippe. Oui. Nous allons dans votre cerveau. Oui, il y a de l'amour dans mon cerveau parce que sa chronique part d'un fait réel. Un jour, j'ai voulu envoyer un texto à une copine. J'ai voulu parler de vous et utiliser le mot parfait. Et le correcteur m'a remplacé par perfettine. Et je me suis dit, je vous jure, c'est vrai. Et je me suis dit, attends, l'IA est en train de me dire que parfait et perfettine sont synonymes, voire plus que perfettine supplante le parfait. Je me suis dit, elle est en train de me dire quelque chose. Est-ce qu'on serait pas fait l'un pour l'autre? Alors je me dis, analyse de données. Philippe semble affectueux et affuble ses amis de petits surnoms, genre mon canard, cœur avec les doigts, tout ça. Et moi, ça tombe bien, j'adore les démonstrations d'affection. J'ai fait un câlin il y a 3 ans à quelqu'un et j'aime bien donner des surnoms à mes amis, ces gros tocards. 2, il adore Rambo et Stallone. Et moi aussi, j'aime bien les héros à l'américaine, les self-made, le culte du muscle, tout ça. J'adore Vincent Delerme et Woody Allen, preuve en est. 3, il garde son esprit adolescent et il peut citer American Pie, Forever Young. Oui. Philippe, c'est un mantra, ça tombe bien, moi aussi je regarde les Feux de l'amour. 4, il aime la musique douce, genre Sepultura. Et je veux pas vous faire rêver, mais j'ai une batterie pour mes tentants. Je pense qu'on peut concurrencer les Steel Panther avec un pantalon à motif. 5, il est un peu dégarni et tout le monde le sait, j'adore Bruce Willis et Oncle Fétide. 6, c'est un grand lecteur de Nietzsche et de Sartre. Et là non plus, je ne veux pas vous faire rêver, mais mon mémoire a porté sur l'existentialisme de Sartre. Wow. Passez-lui cette bague. Oubliez les magazines de charme, je vous les dédicacerai. Et 7, son clip préféré, c'est Sex Over the Phone des Village People. Et ça, j'avoue que côté phone, je suis toujours en rate de batterie, mais sinon, hello baby, it's a new fantasy. Bref, je pense que l'IA est formelle, it's a match, Philippe. Vous cherchez un homme parfait? Évidemment. Évidemment. Quelle question. Bon courage, Marie-Ange. Ouais. C'est dire presque parfait d'ailleurs. Merci Philippe Perfettine d'avoir été avec nous. Une demande, mariage, fiançailles, ce qu'il veut. Je sais pas l'église. Ce qu'il veut, mais pas l'église. Pas l'église, Marie-Ange est athée. Non, non plus. C'est bon. Bah oui, c'est faire offense. Vous êtes athée également? Oui. Et Napoléon et la religion, rapidement, quel rapport entretenait-il avec la religion? Alors, à la base, je pense que c'est le cadet de ses soucis. Mais il a un côté profondément mystique qui le rapproche, au fur et à mesure qu'il arrive à la fin de sa vie, qui le rapproche de celui qui portait la couronne d'épines dont on parlait tout à l'heure. Et par association d'idées, il finit par croire à un autre monde, à une autre existence, à l'immortalité tout simplement.
D'accord, c'est pour se rassurer, mais c'est plus voilà, quelque chose de l'ordre du mystique que de la religion, que d'aller à l'église, par exemple. Non, il est comme Mitterrand. Hein. Si on doit comparer deux hommes, c'est le même rapport à l'esprit. Très bien, merci Philippe Merci Perfettini. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Plaisir. À mes côtés, je n'étais pas seule, vous l'aviez peut-être remarqué. Il y avait donc Inès Moratti, Marie-Ange Philippe et Didier de Jordan. Merci à vous trois. Merci Philippe Perfettini. Votre prochain bouquin, est-ce qu'il y en aura un d'ailleurs, un prochain? J'espère. Sur l'histoire de Napoléon et des Bonaparte et les rapports à la Corse. Excellent. Merci. Vous reviendrez nous en parler? J'espère, oui. Super. Ouais. Merci à vous tous. Je vous souhaite une excellente soirée sur France 3 Corse et via Stel. Bonne azère et à presto.